On continue donc avec les scénarios de vie. En analyse transactionnelle, le scénario de vie, c'est le plan inconscient qu'un enfant construit pour survivre émotionnellement dans son environnement familial. Ouais, le mot survivre semble fort, mais c'est quand même ça, parce que c'est un petit peu ce qu'on pourrait apparenter de manière voilà, un petit peu, à l'arrache comme ça, sur les croyances limitantes et les croyances au contraire, porteuses. Mais vous allez voir que Berne a étudié ça d'une manière bien plus approfondie, ce qui va vous donner en séance de vrais outils pour pouvoir débusquer ces croyances, mais surtout aller les explorer et du coup pouvoir les transformer ou au contraire autoriser, certaines choses qui vont permettre à votre client ou patient de se libérer. Vous allez voir que c'est, quelque chose qui est très, très courant, hein. Je vais presque vous dire, j'oserais presque vous dire, c'est courant pratiquement à chaque séance. Donc le scénario de vie, c'est comme je vous dis, c'est le plan inconscient qu'un enfant construit pour survivre et il va s'écrire à partir de plusieurs choses. D'abord, des messages reçus, clairs ou implicites, parce que tous les messages ne sont pas, limpides. C'est-à-dire qu'à aucun moment vous avez une mère qui va dire à sa fille: «Ne sois pas plus belle que moi». Jamais, ça n'arrivera. Ou ne réussis pas mieux que moi. Jamais un père ne va dire à son enfant: «Ne sois pas plus fort que moi» ou «Ne réussis pas professionnellement mieux que moi». Donc ce sont des messages qui sont, heu, parfois inconscients. L'enfant va les entendre soit directement, du parent, soit il va entendre le parent parler à quelqu'un d'autre. Par exemple, un parent qui reconnaît, en discutant aux autres: «Ah bah celui-là de toute façon c'est un vrai travailleur, hein, ça se voit à ses mains, hein». Il a des il a de la corne là, hein. Bah, ça c'est un bosseur, hein. Vous voyez? Ce qu'entend l'enfant, c'est que si j'ai pas de corne sur les mains, je suis un feignant et donc les scénarios vont se mettre en place par rapport à ce que l'enfant vit, entend ou, carrément ce qui lui est, donné comme message. Des expériences marquantes, eh bien ça, c'est les expériences qu'il va faire avec les autres adultes ou avec, aussi, les enfants aussi de son âge et des décisions précoces qui sont prises pour être aimées, reconnues ou éviter la souffrance. Parce qu'il y a une chose que l'on n'a pas dit, que je vous ai pas dit, c'est que les enfants ont une seule et unique priorité, à part bien sûr celle de manger, dormir, vous voyez, être nourris dans la pyramide de Maslow à la base et d'être en sécurité. Une fois que tout ça est passé, la principale préoccupation, bah, j'imagine même de vos enfants, c'est avoir de l'amour, de l'attention. Et pour ça, les scénarios vont être puissants. Ça peut aller très, très loin inconsciemment pour pouvoir retenir l'attention. Ça peut même aller jusqu'à tomber malade, par exemple, pour un enfant, pour retenir l'attention de ses parents. Donc, c'est un film intérieur dans lequel on est à la fois, parce que le scénario continue à l'âge adulte, hein, bien entendu. On est l'auteur, celui qui écrit l'histoire, on est le réalisateur, celui qui met en scène, et on est l'acteur principal, c'est celui qui le rejoue, ce scénario, parce qu'il se rejoue inlassablement. Éric Berne disait: «À la naissance, chacun est destiné à devenir prince ou princesse, mais certains finissent en grenouille». Voilà. Donc ce n'est pas la vérité. Ce que les enfants cherchent, c'est le sens que l'enfant a trouvé pour naviguer dans le monde, parce que le monde est quand même difficile. Donc la définition du scénario, c'est un plan de vie inconscient, élaboré dans l'enfance, influencé par les figures parentales et justifié par les expériences ultérieures qui conduisent l'individu vers une issue plus ou moins prédéterminée. Et vous allez voir que c'est quand même assez passionnant. Donc, ça s'est fondé sur 3 choses: des illusions. Pour être aimé, je dois. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné de je dois avoir travaillé beaucoup et je dois avoir de la corne sur les mains. Si, je vais être aimé par mon père parce qu'il ne reconnaît que le travail, que par rapport à ça. Si je deviens banquier, c'est un problème. Même là, je ne serai jamais reconnu comme, un travailleur. Des désillusions, je ne serai jamais assez. Quoi que je fasse, ça ne va jamais de toute façon. Donc, bah, ça va générer chez moi des scénarios où je vais me retrouver dans cette situation où finalement je n'en fais jamais assez, ou des décisions enfantines qui se rejouent dans l'adulte. C'est un guide intérieur, ce scénario. Il est parfois gagnant, parfois perdant, mais toujours cohérent pour l'enfant que nous avons été. Et ça, c'est important, parce que ça veut dire que la personne que vous avez en face de vous, son scénario, il est relié à quelque chose. Et c'est ça qu'il va falloir aller chercher. Par exemple, une petite fille comprend que sa mère est débordée, son père est absent,
et que lorsqu'elle dérange pas, on lui sourit. On est plutôt content quand elle a pas fait des vagues. Donc elle va mettre en place un scénario de vie qui va se dire que lorsque je suis gentille et que je ne dis rien, eh bien, je suis aimée. Donc pour être aimée, je dois me faire toute petite et elle va minimiser, s'effacer, s'excuser, ne rien demander. Je parie beaucoup que vous avez des adultes comme ça autour de vous. C'est la personne qui, s'excuse d'exister et autant dire que ces personnes-là vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à trouver leur place dans la vie parce que, même quand elles vont réussir quelque chose: «Ah oui mais bon c'est normal, parce que, voilà j'ai pris des cours donc oui mais tu as du talent. Ouais mais bon, non, non je vais pas montrer ça aux autres ou je vais pas m'exposer». Vous voyez les scénarios de vie qui vont donc se construire dans l'enfance et qui vont continuer à se matérialiser à l'adulte. Les scénarios gagnants, les scénarios perdants. Le scénario gagnant, il vient soutenir la vie, la confiance, la capacité à se projeter. Exemple, je me fais confiance, je réussis souvent ce que j'entreprends. Je mérite des belles choses, d'ailleurs je vois pas pourquoi je ne les mériterais pas, et puis j'ai le droit d'essayer, par exemple. Vous voyez, c'est le côté plutôt d'aller de l'avant, d'oser, de ne pas avoir peur de l'échec, de prendre du recul suffisamment. Le scénario perdant, lui, il enferme, il limite ou il sabote. Je gâche tout, je ne mérite pas, je suis né pour souffrir, faut en chier pour y arriver. Alors ça, vous allez entendre: «Ah ben non, mais faut en chier pour y arriver». Ça ne marchera jamais pour moi, ce sont des choses qu'on entend très, très souvent. Donc, il y a 2 types de scénarios. Le scénario qu'on pourrait apparenter aux croyances limitantes ou aux croyances porteuses, hein, c'est un petit peu la même chose. Même un scénario gagnant, attention, soyez attentifs hyper vraiment à ça, un scénario gagnant peut devenir toxique s'il repose sur une illusion. C'est-à-dire, c'est pas «j'essaye», c'est «je dois être parfait, je dois être parfait, je dois sauver les autres», hein. Donc chez les thérapeutes, il y en a quand même quelques-uns, donc voilà, toujours être attentif à ça. C'est une alors ce type de scénario qui soi-disant doit être gagnant est en fait un scénario perdant parce que la personne va, par exemple, ne pas demander d'aide, s'épuiser à la tâche et ne pas supporter les échecs. Donc pour ne pas vivre un échec, elle va se mettre une pression constante, qui va entraîner fatigue, par exemple, et burn-out relationnel. Voilà pour, les différents types de scénarios. Maintenant, on va revoir à l'origine du scénario. Il y a 3 types de messages parentaux, ouais, on en a parlé tout à l'heure, hein. Je vous ai dit que c'était ce que souvent les figures parentales, hein, qui vont transmettre, le début, en tous les cas, la source du scénario de vie. Donc vous avez l'injonction qui va venir souvent du parent de manière implicite et qui va être reçue par l'enfant. Ça va avoir un effet d'interdiction ou de limitation. Par exemple: «Ne sois pas important», «Ne réussis pas». Alors en soi, ça va pas être dit comme ça, bien entendu, hein, ça va pas être dit comme ça, mais c'est une mère qui va discuter avec une autre mère, elle va parler de son enfant, elle va dire: «Oh non, mais ma fille, vous savez, elle est bien, elle est gentille, elle travaille bien à l'école, mais enfin ça elle fera pas de grandes études». Voilà, ça c'est et autant vous dire que là, l'enfant va tout faire pour effectivement ne pas faire de grandes études, donc il va rester moyen et surtout ne pas faire de grandes études. Donc ça, ce sont des injonctions implicites. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des contre-injonctions. Elles sont plutôt verbales cette fois-ci, elles vont être vraiment destinées à l'enfant, reçues par l'enfant toujours et l'effet va donner une forme de pression, d'exigence. Par exemple, ça va être, heu sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir. En fait, l'enfant, doit obéir à une forme de pression qui, voilà, qui va répondre aux contre-injonctions du parent et ça va encore une fois déclencher le scénario de vie. Et puis, on va avoir la permission, les permissions qui, elles, vont être émises soit par le parent, un parent plutôt sain, soit par un thérapeute ou soit par l'adulte de la personne, hein. Rappelez-vous, dans les 3 états du moi, il y a l'enfant, il y a l'enfant, l'adulte et le parent et parfois, comme dans une espèce d'auto-soi, on va dire, hein, l'adulte va pouvoir autoriser, ce sont des prises de conscience
Ou parfois la personne va dire: «Non, mais c'est vrai que j'ai toujours fait le ménage dans cet ordre-là, comme ma mère m'a appris». C'est pas un scénario de vie, c'est un exemple. Et puis un jour, on dit: «Mais pourquoi je suis comme ça?» Et ça me semble tellement pas logique de commencer, par la poussière ou je sais pas quoi, enfin peu importe. Et à un moment donné, il y a une prise de conscience et la personne se dit: «Et si je faisais différemment?» Et en faisant différemment, elle va retrouver de la satisfaction et du coup, elle va s'autoriser à faire différemment et c'est pareil dans les scénarios de vie. Donc on l'a vu, les injonctions: «Ne sois pas important, ne réussis pas», ça c'est implicite. C'est, il y avait Michel Drucker qui avait, c'est peut-être pas une super référence, mais qui avait écrit un livre, qui avait fait quand même un tabac à l'époque, hein. Ça remonte, il y a dû y en avoir d'autres depuis. Le titre, ça s'appelait: «Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi?» C'est-à-dire qu'il entendait de ses parents que vous allez pas faire grand-chose de lui. Bon, quand on voit ce qu'il est devenu, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, peu importe, ça n'a pas tellement d'importance, mais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, c'est quand même quelqu'un qui a eu une carrière extrêmement, époustouflante et il a mis du temps, en tous les cas, à se dégager du scénario de vie dans lequel il a été. Beaucoup de personnes, hein, d'ailleurs connues comme ça, sont parties de scénarios, plutôt perdants et ont pu, en tous les cas, aller vers des propres ressources ou peut-être se faire accompagner, j'en sais rien, mais pour pouvoir, justement dépasser tout ça. Hem, Dans les injonctions, on peut avoir par exemple une mère qui soupire dès que l'enfant se met en colère. Donc l'injonction, c'est: «Ne sois pas en colère». Et ce qui fait que vous allez avoir des fois des personnes qui vont rester avec des colères enfermées, qui vont venir vous voir pour des excès de colère. Parce que c'est comme s'ils ne s'autorisaient pas. Le jour où on les autorise à être en colère, bien souvent, ça va venir libérer cette injonction. Encore faut-il l'avoir reliée à une source et avoir donné du sens, hein. On ne dit pas juste à une personne: «Allez, vous avez le droit d'être en colère», ça ne suffit absolument pas. Donc les contre-injonctions, ce sont des messages verbaux, ce qu'on attend de l'enfant: «Sois fort, sois parfait, dépêche-toi, fais plaisir», ce que je vous disais tout à l'heure. Un parent qui dit: «Tu es notre rayon de soleil», contre-injonction: «Sois joyeux même quand tu souffres». Les permissions, ce sont les antidotes du scénario. Tu peux exister pour toi, tu as le droit d'être triste, tu as le droit d'être en colère, tu as le droit de ne pas être joyeux, surtout quand tu souffres. Et tu es aimé tel que tu es, avec aussi tes défauts et tes qualités. Ça veut pas dire que tu peux pas t'améliorer. Berne a fait le lien avec des mythes, scénaristiques. La plupart des individus vivent leur scénario selon un temps inconscient, c'est-à-dire une manière répétée de situer le bonheur ou la satisfaction. Donc il a pris les 6 mythes, pour pouvoir mettre reliés à 6 mots que je vais vous mettre en schéma juste en dessous. Donc il y a le premier mot qui s'appelle «jamais», donc qui correspond au mythe de Tantale. Je n'aurai jamais ce que je désire le plus. À partir de là, quand cette phrase est inscrite dans le cerveau de la personne, elle va en effet mettre en place des actions inconscientes pour ne dès qu'elle va commencer à obtenir de près ou de loin ce qu'elle désire le plus, il va y avoir quelque chose qui va se mettre en échec. Je prends un exemple de quelqu'un qui rêve de voyager la veille de partir. Après avoir économisé, avoir acheté des billets d'avion, avoir fait tout un tas de choses, la veille, elle se casse une jambe, elle ne peut pas partir. Voilà, ce sont des accidents de la vie qui viennent souvent mettre en lumière les scénarios de vie. Alors là, je vous ai donné un exemple, somme toute, voilà, mais il y en a d'autres. Les relations impossibles. Je tombe toujours sur des hommes mariés, des hommes non disponibles, des relations lointaines. C'est un projet qui échoue au dernier moment. C'est des opportunités manquées par hasard. Je me souviens d'une de mes voisines qui, avait, perdu ses parents, sa mère à l'âge de 16 ans pour elle et son père à l'âge de 21 ans. Faut quand même reconnaître que, c'était quand même une vie compliquée. Elle n'avait ni frères et sœurs, que des grands-parents, mais pas très, très aimants et cette fille était seule, mais vraiment seule. Et je me souviens qu'elle essayait, alors elle avait bien entendu, elle avait plein de scénarios, hein, et notamment un scénario qui se disait: «Mais moi j'ai pas le droit d'être heureuse en fait». Parce que, bah, d'abord, voilà, j'ai perdu mes parents. Je me rappelle qu'elle avait aussi repris, hem,
l'activité, familiale qui était, l'élevage de chiens. Enfin, c'était assez incroyable et un jour, elle décide de se dire bon parce qu'elle était partie un peu en sucette à cause de tout ça, hein, forcément. Elle n'avait pas pu, aller très loin dans ses études, alors que c'était une fille qui était très intelligente et je l'est toujours d'ailleurs et là, ce qui s'est passé, c'est que, elle a décidé de passer le bac. Donc elle s'est inscrite, au CNED, hein, je crois et elle a commencé à bosser le bac. Pendant une année entière, elle a bossé, bossé, bossé et quand est arrivé le jour du bac, où elle devait là, par contre, se rendre donc en tant que candidat libre à l'examen du bac, elle ne s'est pas levée. Voilà et je me rappelle à quel point ça m'avait, interpellée et je me suis dit: «Waouh, elle était encore pas prête à s'autoriser, de réussir». Bon, l'avenir fait qu'elle a réussi autrement et aujourd'hui, elle a pu, je pense, briser une grande partie de son scénario de vie, donc l'histoire, finit bien. Donc par exemple, un patient qui vous dit: «De toute façon, dès que j'approche du bonheur, tout s'écroule», et là, bien entendu, on va aller chercher alors en tant que thérapeute, on peut poser cette question que moi je pose souvent: «Qui vous a appris qu'on ne pouvait pas réussir ou qu'on ne pouvait pas être heureux ou qu'on ne pouvait pas avoir ce bonheur dans la vie? Qui vous a appris?» Qui vous a appris? C'est une phrase, hein, ces petits mots-là. Qui vous a appris? Les gens vont vous dire souvent: «Bah, personne». «Oh si, 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 parce que vous n'avez pas pu l'inventer vous-même, en fait». Donc il y a quelqu'un qui vous l'a appris. Peut-être vous en souvenez plus, mais il y a quelqu'un qui vous l'a appris et maintenant il va falloir désapprendre. Alors ensuite, on a le mythe, d'Arachné, toujours. Alors c'est toujours pareil. Toujours les mêmes disputes. J'ai toujours le même type de personne partenaire. C'est toujours les mêmes frustrations personnelles. Donc l'état du moi là qui est concerné, c'est l'enfant adapté soumis et le parent normatif. Un homme qui dit: «De toute façon, je suis toujours celui qui donne tout», ça il va y avoir une répétition, il maintient une identité valorisante, sauveur. Je suis sauveur, mais épuisé puisque je donne et je ne reçois pas en échange. Ça peut être des hommes bien entendu, ça peut être des femmes. De toute façon, c'est toujours la même chose. Moi, je rends service à tout le monde et personne, ne me le rend. Moi, quand j'ai besoin d'un service, par contre, il y a personne. Alors ça, vous allez voir que c'est très, très courant. Encore une fois, on va explorer d'où vient cette croyance, à quel moment elle s'est inscrite, pour l'adulte, enfin l'enfant qui était donc plutôt adapté, soumis et le parent normatif. Je reviens sur le mythe, jamais on va voir plutôt l'enfant frustré et le pra pa un parent plutôt critique intériorisé, d'accord? Heu, C'est-à-dire que, heu, le jamais va créer cette frustration. De toute façon, dès que je touche du bout du doigt, ça s'arrête et le parent critique, c'est voilà. De toute façon, dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut, hein, voilà. Et puis, de toute façon, pour avoir ce qu'on veut, il faut le mériter, voilà. Donc, vous voyez, il va se créer toujours ces scénarios de vie. Ensuite, on va voir le avant. Rien de bon ne peut arriver tant que je n'ai pas trouvé ma valeur. Je me reposerai quand tout sera parfait. Je peux être heureux après avoir réussi. Je mérite quand j'ai fait mes preuves. Donc, on va avoir là un parent normatif exigeant. Une femme qui va culpabiliser, par exemple, de regarder une série tant que sa maison n'est pas impeccable. Alors bon, ça, on en a souvent, hein, c'est vraiment la culpabilité. Il faut que j'ai tout fait, il faut que j'ai fait ça dans des certaines, règles. Si j'ai décidé que je faisais une fois par semaine mes carreaux, une fois par semaine, ma cuisine, une fois par et puis que là, je suis fatiguée, que j'ai juste envie de me poser, c'est pas possible. Puisque sinon, je vais me poser, mais ça va générer de la culpabilité. Le après, le mythe de Damoclès, quand tout va bien, il va se passer quelque chose de grave. Alors ça aussi, elle est pas mal celle-là. La peur du bonheur, l'auto-sabotage, l'hypervigilance dans les périodes calmes. L'état du moi, c'est l'enfant angoissé. Un exemple, un patient annule un projet important par intuition, mais alors qu'il s'agit d'un scénario d'après. C'est des gens qui vous disent Heu, ça va? Oui. Oh ben, en ce moment, oui, ça va bien. Oh, ça va même trop bien. Je me demande bien ce qui va me tomber sur le coin du nez. Ah, c'est une croyance, mais forcément qu'il va leur tomber quelque chose sur le coin du nez parce que vous avez vu une vie linéaire? Ça n'existe pas. Donc mais en fait, c'est comme si ces personnes allaient se créer à nouveau un défi, un obstacle dans la vie parce qu'elles ne supportent pas qu'il se passe rien. À la limite, c'est pire quand il se passe rien parce qu'il va arriver quelque chose de grave après.
Sauf que dans la vie, il se passe pas toujours, même si la vie est pas linéaire, mais il se passe pas toujours des choses de graves, heureusement d'ailleurs. Il y a parfois, ce sont des petits aléas, des petites choses comme ça, mais qui peuvent très, très vite se dépasser. Mais là, il y a cette espèce de peur du vide, de se dire: «OK, là, ça va trop bien, c'est un petit peu beaucoup trop calme», comme dirait une certaine référence de film. Donc le c'est vraiment l'anxiété qui va l'anxiété, l'angoisse, hein, qui va se manifester. Ensuite, vous avez le mythe de Sisyphe, le presque. Le mythe de Sisyphe, hein, vous savez, c'est celui qui pousse son rocher là jusqu'en haut et une fois arrivé en haut, le rocher redescend, il repousse, enfin bref. Là, on va être dans du projet inachevé, relation prometteuse qui échoue sans raison, examen raté, un cheveu, bien sûr. C'est un étudiant qui travaille plus de 6 mois, mais qui ne va pas se présenter le jour du concours. Vous voyez, ça rejoint l'exemple que je vous donnais par rapport à ma voisine. Voilà, j'y suis presque, mais pas complètement parce que je ne peux pas réussir. Si je réussis, qu'est-ce que ça va générer? C'est-à-dire que là où peut-être j'étais inscrite dans un scénario de: «Moi, de toute façon, je me fais, je ne je réussis pas, mais parce que si je réussis, en fait, il va falloir que je fasse mes preuves. Il va falloir que je montre qui je suis, alors que c'est très confortable de ne pas réussir. Il y a plein de bénéfices secondaires, hein, derrière tout ça. Attention, il y a plein de bénéfices secondaires. Ensuite, on va avoir le sang, le mythe du vide, sans joie, sans amour, sans raison. Il y a une vie fonctionnelle, mais sans élan. Ce sont des personnes qui sont métro boulot dodo, qui se posent finalement très peu de questions sur leur vie. Ils ont un faible accès aux émotions, vous avez dû aussi en rencontrer, difficulté à ressentir. Voilà, c'est un enfant, on va dire plutôt, adapté, soumis, mais plutôt vraiment coupé de ses émotions. Je vis, mais je ne suis pas vivant. Ce sont des personnes qui vont avoir un peu une tendance à la dépression quand même, hein, voilà. Donc la matrice scénarique, j'adore ce mot. On a donc les injonctions, on va avoir l'origine parent-implicite, le rôle, l'interdiction, l'exemple qui est mis là. Donc ce petit tableau, vous l'aurez, c'est vraiment ce qu'on vient de voir ici. On va donner un exemple concret. Par exemple, un enfant d'un père alcoolique. L'injonction, c'est ne ressens pas, puisque les personnes boivent pour anesthésier leurs émotions, bien sûr. La contre-injonction, c'est sois fort. Le driver, c'est sois fort. Le programme, chez nous, on serre les dents. Voilà, des hommes forts, on boit de l'alcool fort et on y va. En tant qu'adulte, on peut avoir une expression émotionnelle difficile, une tendance à l'hypercontrôle et à l'épuisement. Voilà un petit peu un exemple, hein, mais il pourrait y en avoir d'autres, et c'est très, très courant. Vous avez des personnes qui vont avoir besoin de venir vous voir parce qu'elles sont dans un hyper-contrôle, pour, l'épuisement forcément, et il va falloir aller à la source. Alors bien entendu, ça il va falloir décoder les injonctions, les contre-injonctions, les drivers que la personne a reçus pour pouvoir, se détacher et s'autoriser à faire différemment. Les bénéfices cachés du scénario, même perdant. Heu, Parce qu'un scénario ne s'entretient jamais par hasard. C'est ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure. Il apporte une cohérence. Bah oui, je savais que ça finirait comme ça. Je savais que je tombais toujours sur des hommes indisponibles. Bah voilà, celui-là, il est marié. Voilà, ça vient dire à quel point je ne mérite pas quelqu'un de disponible. Je ne mérite pas d'avoir cette attention et cet amour que je cherche tant. Mais bizarrement, celui-ci vient nourrir encore ma croyance limitante. Une protection. Si j'échoue, au moins je ne suis pas déçue. Bah oui, comme je l'ai dit, parfois, et c'est ce qu'on voit, il est plus difficile de réussir que d'échouer, puisque là, il va falloir souvent montrer quelque chose derrière, il va falloir faire des efforts, il va falloir montrer qui on est et prendre des risques. En échouant, on est tranquille: «Ah bah là, j'ai pas réussi». Ça peut aussi, valider une identité. Ah mais moi, vous savez, je suis une anxieuse, hein, donc moi je de toute façon, je peux pas faire des choses, prendre des risques comme ça parce que si vous voyez, ça m'angoisse tout de suite, hein. Donc bah, bien sûr, on va rien changer comme ça, on est sûr en bouleversant pas ces scénarios de vie et puis du coup, quand il se passe quelque chose, on dit: «Bah, voyez, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit». Et une loyauté familiale invisible, bien entendu, quand vous allez aller explorer où ont pris naissance les scénarios, il va falloir aussi libérer la personne de ses loyautés familiales.
On va prendre l'exemple, d'un homme qui reproduit l'échec pour rester fidèle à l'image d'un père dépressif. En sortant de la dépression, il va venir trahir la loyauté et vous c'est extrêmement courant d'avoir des personnes qui reproduisent par mimétisme aussi parfois, hein, mais parce que, bah, être joyeux dans une maison où un homme est dépressif, bah, il n'est pas question, quoi. Il n'est pas question et de par ce fait, il va prendre l'habitude d'être dans une humeur plutôt triste, dans une forme d'apathie qui ne va pas ou qui va se réveiller, lorsque lui-même va devenir père. J'ai déjà connu ça, un jeune homme qui était plutôt, voilà, qui était bien inscrit, il était éducateur spécialisé, il faisait du sport, il était plutôt et au moment où il est devenu père, il est reparti dans une forme de dépression. Il avait un père qui était, heu, pathologique, hein, pour le coup, hein, très, très pathologique, avec en plus, un comportement extrêmement narcissique et extrêmement infidèle. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé pour ce jeune homme? Dès qu'il est devenu père, il a commencé à reproduire l'image de son père. Il a commencé à pleurer, très régulièrement, et il a commencé à tromper, son épouse à multiples reprises jusqu'à ce que, ben, le couple se sépare, je crois à l'âge de 2 ans de l'enfant. Voilà. Donc, comment repérer un scénario en séance? Eh bien, vous allez déjà écouter les mots qui reviennent, hein, qu'on a vu, tout à l'heure. C'est après, c'est jamais, c'est toujours, c'est presque, les mythes scénaristiques. Donc, vous allez retrouver, ces mots. Je me remets au bon endroit. Tac, tac, tac. Je vais aller trop loin. Heu, voilà. Donc les phrases où vous allez avoir les jamais, les toujours, bref, tous ces mots qui sont, alors quand vous allez entendre ça, ça va être simple. Vous avez juste une seule chose à faire, une seule. Quand une personne dit: «Ah non, mais moi j'ai jamais de chance» et là, vous allez juste répondre: «Jamais». Vous voyez la formulation 1 qui est, on reprend un des types de formulation qui est extrêmement restreint, «Jamais». Et là, vous ne dites plus rien parce qu'il faut pousser la personne à aller chercher des moments où peut-être elle a eu de la chance. Alors, souvent par habitude, les gens: «Ah non, 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 mais moi j'ai jamais eu de chance». OK, très bien. Jamais, ça me semble un petit peu fort. Est-ce qu'on pourrait dire que souvent, peut-être, vous n'avez pas de chance, mais dans toute votre vie, il y a bien eu des moments où vous avez eu de la chance? Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous pouvez vous souvenir d'un moment où vous avez eu de la chance? Parce que bien sûr, elles s'en souviennent pas de ça, puisque ça vient pas nourrir justement le scénario de vie. Idem pour les toujours. «Ah non, mais moi, vous savez, je suis, toujours, bah, souvent ce qui vient, c'est j'ai toujours été anxieuse». «Toujours? Ah oui, 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 depuis que je suis enfant, oui. Mais ça se passe toujours. Vous êtes née anxieuse? Ah non, non, non». OK. On va aussi repérer des complots contre soi-même, les auto-sabotages, par exemple. Comme je vous disais tout à l'heure, hein, je me lève pas le jour d'un examen, je me casse la jambe avant de partir en voyage, voilà, ce sont des choses qui sont, de l'auto-sabotage. Il y en a plein d'autres, hein, bien entendu. Vous allez, voir la répétition de situations, ça c'est assez flagrant et je peux vous assurer que dans la vie des gens, ils se répètent des choses vraiment inlassablement, c'est parfois difficile de les emmener dans leur faire comprendre que, ben, c'est leur propre scénario qui va générer ça, parce que c'est pas toujours facile à expliquer d'une manière rationnelle. De la rigidité dans le discours, bien sûr, ce sont des personnes qui vont vous fermer un peu la porte au nez. Non, mais puisque je vous dis que ça a toujours été comme ça, puisque je vous dis que de toute façon depuis petite, c'est toujours pareil, je tombe c'est quand même pas de ma faute si je tombe sur des hommes qui sont pas disponibles. Ben, c'est pas que c'est pas de votre faute, mais en même temps, c'est vous qui générez ça et c'est vous qui attirez ça. Mais bien sûr, on leur dit pas comme ça, il va falloir prendre des gants, il va falloir y aller progressivement, il va falloir petit à petit amener la personne à changer de scénario. Et puis ce sentiment de fatalité, rien ne peut changer, tout est comme ça. Donc ça, on retrouve ça bien sûr aussi chez les personnes qui peuvent être dans un hyper-contrôle. Si je reprends l'exemple de tous les hommes finissent par me quitter, on va donc aller explorer les choix d'hommes indisponibles, la peur de l'intimité et la croyance: «Je suis abandonnable». C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle est abandonnable? Qu'est-ce qui se passe si un homme, vraiment, elle pouvait construire quelque chose de durable avec lui?
Qu'est-ce qui se passerait? Parce que parfois, il faut dépasser ce stade de la lune de miel. Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien d'un couple? Peut-être qu'elle ne veut simplement pas aller vers ça. Et puis, qu'est-ce qui se passerait si elle choisissait un homme disponible? Si celui-ci ne la quittait pas? C'est parce que il y a si je prends l'exemple de la vie amoureuse, parce que parfois il y a une étape à dépasser dans la vie amoureuse. Si elle n'a pas réussi à la dépasser, peut-être qu'elle a cru tout simplement que c'était quelque chose qu'elle ne pourrait jamais dépasser. Mais encore une fois, on va aller chercher plus loin. Qu'est-ce qui fait qu'elle pense qu'elle est abandonnable? Pour sortir d'un scénario, on va pas le détruire, on va le rendre conscient et puis on va le réécrire. C'est un petit peu ce qu'on fait. Un outil que je vous ai pas mis parce que vraiment quand je l'ai appris, j'ai pas réussi à le maîtriser, c'est pour ça que je vous l'ai pas mis. C'est ce qu'on fait dans la thérapie narrative. On réécrit l'histoire et on la regarde autrement. Donc, on va essayer d'identifier les messages parentaux et pour ça, bien entendu, on va explorer avec votre client, votre patient, ce qu'il a entendu, ou en tous les cas dans quelle philosophie il a baigné. On va repérer les drivers, c'est-à-dire ce qu'on lui a dit clairement de faire ou d'être. Et puis aussi ce qui sont aussi les contre-injonctions et on va essayer de développer son mode adulte. Comment il peut prendre du recul par rapport à tout ça? Comment il peut s'autoriser, donc c'est ce qui va se passer dans redonner des permissions et expérimenter d'autres comportements. Attention, il suffit pas de donner une autorisation pour que ça y est, c'est parti, le scénario s'est transformé. Non, pas du tout. On va venir l'expérimenter, on va lui donner une tâche bien spécifique, je sais pas moi, quelqu'un qui vous dit, heu, bah, alors c'est pas évident, mais je ça là, j'ai pas d'exemple qui me viennent comme ça, mais en tous les cas, on va lui demander d'expérimenter quelque chose. Attention, petit objectif, hein, tout petit objectif. Si par exemple, la personne vous dit: «Moi de toute façon, dès que je sors, je me fais jamais d'amis». Pourtant, oui, je vais à plein d'endroits où il y a plein de gens, je me fais jamais d'amis. OK, très bien. Dans ce cas-là, on va lui proposer d'expérimenter un autre comportement. C'est-à-dire, à la prochaine sortie, est-ce que vous pourriez peut-être discuter avec quelqu'un d'autre? Peut-être être davantage à l'écoute? Parce qu'on va se rendre compte qu'il s'auto-sabote tout seul, en fait, hein. C'est très certain, hein. Une personne ne se fait pas jamais d'amis, c'est pas possible. Vous voyez, il y a le jamais, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va forcément correspondre à quelqu'un. Donc mais peut-être qu'en fait, il se sabote en coupant la parole, en n'écoutant pas l'autre, ce qui fait que, bah, au bout d'un moment, les gens, en général, ils aiment bien qu'on s'intéresse à eux. Donc on va l'inviter à expérimenter quelque chose de différent et d'évaluer. Et ensuite, il revient à la prochaine séance et on voit comment ça se passe. Donc on va recadrer. Recadrer, attention, c'est présenter les choses sous un nouvel angle. Hein, en posant ces questions: «Vous êtes sûr? Toujours? Jamais? Et dites-moi comment ça se passerait si c'était différent?» Enfin bref, on va venir poser des questions symboliques, ça c'est ce qu'on voit, tout au long de la formation. On peut utiliser l'hypnose avec des visualisations. Qu'est-ce qui serait différent si tout d'un coup vous aviez, ce diplôme qui vous permettrait d'arriver vers telle chose? On peut travailler sur l'enfant intérieur, on peut faire de l'analyse des jeux de rôle, on peut prendre, heu on peut l'aider à prendre une posture neutre et active. Là aussi, ça va être plutôt dans les jeux de rôle et on peut aussi, vous voyez, un recadrage, par exemple, qui pourrait être intéressant chez quelqu'un qui dit: «Je dois être fort», là, c'est souvent, hein, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve très, très souvent. «Je dois être fort» et si aujourd'hui, être fort signifiait oser demander? Vous voyez? Tout d'un coup, c'est plus: «Je fais tout seul, je dois être au-dessus des autres et je dois y aller, je dois taper dans la butte» et si c'était oser demander que d'être fort? Là, c'est un beau recadrage. Voilà, le petit schéma avec, donc vos 6 mots que vous pourrez retrouver, les 6 mythes. Hem, donc retenez bien, le scénario gagnant, c'est celui qui soutient la vie. Je peux réussir, je peux au moins essayer. Le scénario perdant, il se sabote, je rate tout. Le jamais va donner de la frustration, je n'aurai jamais ce que je veux. Le toujours va créer de la répétition, c'est toujours pareil. L'avant, il va créer de la condition. Je serai heureux quand? Ah bah, c'est sûr, hein. Si j'avais eu ci, si j'avais eu ça, j'aurais pu faire autrement, enfin voilà. Donne des excuses, hein, surtout, hein. Le après va créer une peur d'y arriver, une peur du bonheur. Quand ça va bien, ça va mal. Le presque, c'est l'échec, final. J'y étais presque, encore une fois. Alors je trouve que le presque, même si c'est pas tout à fait pareil, va quand même,
se rapprocher un petit peu, alors, pas du jamais parce que le jamais ça mais ça va créer aussi de l'auto-sabotage. Et puis le sang, le vide, je vis sans émotion. Ça, bien sûr, je suis persuadée que vous avez rencontré déjà des personnes comme ça. Le scénario de vie est le fil invisible qui relie l'enfant que nous étions à l'adulte que nous sommes devenus. Hem, le comprendre permet de sortir de l'automatisme, permet vraiment de rendre à l'enfant sa liberté. Et là, je parle de l'enfant qui est en nous, l'enfant intérieur, bien sûr, d'ouvrir un champ de choix nouveau. Et vraiment, vous pouvez changer, heu, la vie d'une personne en l'aidant à prendre conscience de ses scénarios et du pouvoir qu'il a dessus. Je trouve que c'est, peut-être une des plus belles choses qu'on peut faire en tous les cas en thérapie. Comprendre son scénario, c'est reprendre la plume en fait. C'est réécrire une nouvelle version en enlevant les jamais, les presque, les toujours, mais en mettant du choix, en mettant du présent, en mettant de la liberté. Et je vais rajouter une petite phrase à ce cours, heu, ces petits mots que je vous invite à donner à vos patients ou consultants. Ces petits mots qui, mine de rien, vous savez, un mot peut transformer une vie et à plusieurs reprises, je les ai moi-même expérimentés en consultation. Ça serait peut-être d'écrire: «À partir de maintenant, à partir de maintenant, ça va être différent. À partir de maintenant, je vais m'autoriser à réussir. À partir de maintenant, je vais m'autoriser à ressentir. À partir de maintenant, je vais m'autoriser à être quelqu'un, qui pense à moi». Vous voyez? À partir de maintenant.